8h30, nous allons démarrer notre webinaire sur le zéro artificialisation net. Bienvenue à ce 12e webinaire de l'agence d'urbanisme Topos. Je suis Hervé C'est ça. Olivier, le directeur des études de l'agence d'urbanisme. Et ce matin, en compagnie d'Arnold Landais, de Nadia Arbaoui et de Adrien Paget, nous allons aborder les questions et le travail que nous avons réalisé en grande partie entre 2022 et 2023 sur la zéro artificialisation nette et les enjeux de sa mise en œuvre. Donc Arnold et Nadia sont nos responsables thématiques sur la stratégie et la prospective territoriale, et Adrien est notre responsable thématique environnement et risque à l'agence. Et avec ce dernier, j'animerai en coulisses le débat. Donc ce que je vais vous demander, c'est de bien vouloir couper vos micros pour voilà, faciliter la présentation dans un premier temps, qui va durer à peu près une demi-heure, et puis après, nous aurons un temps de débat. Avant cela, je vais commencer par vous partager un démarrage de PowerPoint et vous faire une petite introduction pour repositionner un peu l'ensemble de ces enjeux sur la zéro artificialisation nette. Alors, comme vous le savez, les débats sont continus sur le sujet, hein, puisque en ce moment encore, nous avons une session parlementaire, enfin un train qui est en train de se dérouler et qui normalement devrait s'achever les 12 et 13 juillet par des votes au Sénat et à l'Assemblée nationale, hein, respectivement les 12 et 13 juillet prochains, pour finaliser de nouveaux décrets d'application de mise en œuvre de ce zéro artificialisation net. Alors ce matin, on ne va pas forcément s'étendre ou s'épancher de façon très importante sur, sur les deux décrets finalement qui concernent cette mise en œuvre, hein. Il y a une partie plutôt pour le schéma régional d'aménagement, développement durable et d'équilibre des territoires, le SRADET, et puis un autre qui concerne véritablement la mise en œuvre de la zéro artificialisation nette. Donc on ne va pas forcément rentrer sur ces sujets-là en particulier. Par contre, ce qu'on voulait absolument faire, c'est présenter l'ensemble de la démarche qu'on a mis en place avec donc, les partenaires de l'agence d'urbanisme. En premier lieu, les partenaires techniques. Puis dans un second temps, et je reviendrai dessus à la fin de ce webinaire, travailler avec les élus et les opérateurs de l'aménagement. Donc dans un premier temps, on a voulu véritablement, avec les partenaires techniques, revenir sur les fondamentaux de la mise en œuvre de la zéro artificialisation nette. C'est finalement euh, quelles sont les questions fondamentales qu'il faut aborder si on veut rester vertueux quoi qu'il arrive. C'était un peu notre leitmotiv qui a motivé notre petite équipe de travail de recherche. Euh, et on s'est fondé sur plusieurs fondamentaux. Donc, le premier, c'est la mise en œuvre de la séquence éviter, réduire, compenser, qui nous paraît être vraiment l'élément clé de la réflexion et qui est énoncé au travers de la loi climat et résilience. Ensuite, le deuxième élément fondamental, c'est vraiment la question de la mise en œuvre de la zéro artificialisation nette. Dans un premier temps, des questions de consommation d'espace, puisque la loi stipule, hein, comme le rappellera Arnold tout à l'heure, mais la loi stipule que sur la première décennie, entre 2021 et 2031, on continue à comptabiliser de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, les fameux ENAF, tels qu'on les comptabilisait par le passé. Sauf que là, l'objectif, eh bien, c'est effectivement de diviser par deux cette consommation d'espace. Puis, à partir de 2031, on met en œuvre la zéro artificialisation nette, c'est-à-dire l'objectif de tendre vers zéro artificialisation des sols. Et c'est à partir de ce moment-là que reviennent de l'application de l'ensemble des définitions et des modes de calcul de la zéro artificialisation nette. Mais plutôt que de rentrer dans cette question des calculs qui finalement a vraiment concentré et peut-être perturbé finalement les débats sur les enjeux de cette mise en œuvre, on a donc décidé véritablement de faire ce pas de côté, qui est finalement une des missions de l'agence d'urbanisme, de faire ce pas de côté pour se poser la question de comment on fait cette mise en œuvre. Donc, je l'ai dit, la séquence éviter, réduire, compenser, et puis la traduction des projets de territoire
à différentes échelles parce que finalement, pour être vertueux, il faut avoir, dans un premier temps, des projets de territoire à développer et puis ensuite de regarder de quelle façon on va pouvoir arriver à faire les aménagements ou la façon d'aménager les territoires qui est prévue. Donc, comme je le disais, Arnold, dans un premier temps, on va faire un rappel, un très bref rappel juridique. Puis, dans un second temps, Nadia Arbaoui va rentrer dans la dimension aménagement du projet. Et juste une chose que j'ai oublié de dire, c'est auparavant, donc dans la continuité de ce que va expliquer Arnold, Arnold va aussi nous parler de la mise en œuvre de la zéro artificialisation nette quand on est dans la planification. Donc, deux échelles de territoire qui vont être abordées, l'échelle de la planification, puis l'échelle du projet urbain en tant que tel. Les organismes, et je tiens véritablement à les saluer ce matin, qui nous ont accompagnés dans la démarche de notre travail, c'est alors voilà, je ne vais pas les citer dans l'ordre d'apparition, mais nous avons l'ensemble des chambres, chambres d'agriculture et chambres de commerce et d'industrie qui nous ont accompagnés dans la réflexion, les services de l'État avec la DDT 45, le CEREMA, les organismes fonciers de la SAFER et de PFLI Cœur de France, donc notre établissement public foncier, et puis bien évidemment les techniciens des EPCI et des PETR, des territoires de l'Orléanais. Donc pour ce qui concerne le périmètre de l'agence d'urbanisme, c'est 7 EPCI et donc 4 SCOT donc, voilà, qui ont eu à traiter ou qui auront à traiter de la mise en œuvre de cette fameuse trajectoire de la zéro artificialisation nette. À la fin de la présentation, il est prévu effectivement une demi-heure de débat que nous animerons avec Adrien, donc, qui fera remonter les questions que vous pourrez nous retranscrire via le chat. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le chat, c'est la petite bulle de conversation qui est en haut à droite, pardon, en haut à gauche de votre barre barre d'outils de l'application. Voilà, Arnold, je te cède la parole pour Hervé, présenter. Oui, Nadia. juste, excuse-moi, juste plein écran. En fait, Oui, oui, les- j'arrive. voilà. Merci Hervé. Voilà. Donc, bonjour à tous, donc Arnold Landais de l'agence Topos. Donc, peut-être, Hervé, si tu peux passer à la diapo suivante, Bien sûr. s'il te plaît. Donc, l'idée, c'est de vraiment rappeler les fondamentaux de la loi. Donc, l'objectif de la loi climat et résilience, c'est de définir une trajectoire donc, de sobriété foncière. Et cette trajectoire comprend finalement un point de départ, donc, qui est la promulgation de la loi, donc l'année 2021, avec un point de mire, une ligne d'arrivée qui est 2050, donc qui est ce principe de zéro artificialisation nette. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre finalement qu'il y a tout ce mécanisme de parcours, du point de départ jusqu'à la ligne d'arrivée, et c'est comment est-ce qu'on va finalement aider les élus à s'inscrire dans cette trajectoire de sobriété foncière. Sachant qu'il y a une première étape assez importante que vous avez sur le petit schéma, qui est ce principe en 2031, donc de réduction de 50% de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a cette première étape qui est vraiment de réduire la consommation foncière, on va dire, hein, liée à l'urbanisation, donc réduire de 50%, pour ensuite tendre vers zéro, et c'est là où finalement sera intégrée la notion d'artificialisation. Donc pour l'instant, on n'est vraiment que sur un seul indicateur qui est vraiment le principe, jusqu'en 2031, c'est le principe de consommation d'ENAF. Donc ce qui est intéressant, c'est d'être, l'État a défini finalement un espèce de point zéro qui est la consommation effective sur les 10 dernières années avant la promulgation de la loi. Et donc l'objectif en 2031, c'est de réduire par 2 cette consommation effective sur les 10 dernières années. Et tout l'enjeu pour les élus, ça va être finalement, et c'est ce que préconise la loi, et ce que demande la loi, c'est d'inscrire cette trajectoire de sobriété foncière dans le cadre des outils de planification. Donc l'idée, c'est de tendre vers une direction. C'est
bien sûr, il y aura le côté calcul qui sera important, mais l'idée, c'est d'essayer de s'inscrire dans une dynamique. Donc, c'est bien l'enjeu, finalement, d'intégrer, d'évaluer les grandes masses, finalement, au travers notamment des différents outils de planification qui existent. Sur la diapo suivante, donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Hervé, si tu peux passer à Ouais, la diapo, s'il te plaît. j'arrive tout de suite. J'ai juste un petit problème technique. Voilà, ça y est, Super. c'est bon. Donc là, on va se concentrer sur la première étape, hein, qui est en gros 2021-2031. Et là, le législateur a défini, finalement, a repris ce principe de hiérarchie des normes par rapport aux différents documents stratégiques, hein, de planification, avec différentes étapes qui vont permettre justement cette hiérarchie des normes, donc avec un premier objectif qui était donc fixé à l'époque en 2024. Donc on va rester sur les dates fixées initialement, hein. Aujourd'hui, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Mais donc la première étape, c'était bien en 2024 que les différents SRADET soient compatibles avec la loi climat. Donc que les SRADET puissent commencer à réfléchir finalement à peut-être une spatialisation de cette réduction de 50%. Donc, charge au SRADET de l'appliquer en 2024. Suite à cela, donc, on passe à l'échelon suivant, qui est à l'échelle des SCOT, là, à horizon 2026, où là, charge au SCOT, une fois que le SRADET a défini ses grands principes de réduction de 50% de sobriété foncière, les SCOT auront en charge également de se mettre en compatibilité avec cette logique-là, et là aussi de pouvoir proposer éventuellement une ventilation spatiale de cette consommation d'espace. On est bien, la loi définit une enveloppe globale, hein, de réduction de 50% au niveau national. Après, charge aux différents documents, en fonction des enjeux, on va dire, locaux et des priorités politiques, de pouvoir ventiler spatialement cette réduction de la consommation des nappes, tout ça dans un esprit de réduction par 2. Et enfin, le dernier cliquet, c'est en 2027, où là, une fois que les SCOT auront intégré ce volet-là, notamment au travers des D2O, charge aux documents de planif PLU et PLUI, là aussi, de pouvoir les intégrer dans leurs différents documents. Donc tout ça suppose, voilà, une imbrication. L'idée, c'est vraiment d'y aller progressivement et de repartir des grandes échelles de planification pour faire atterrir localement ce principe de sobriété foncière. Donc on ne va pas s'appesantir là-dessus. Donc ce qui nous semblait intéressant, c'est qu'il y a vraiment deux approches pertinentes en termes de trajectoire de sobriété foncière et de ZAN, qui est la première approche définie par la loi, hein, qui est vraiment s'appuyer sur la logique de planification. Donc c'est identifier les grandes masses et comment, au niveau politique, les élus vont pouvoir agir pour s'inscrire dans cette logique de sobriété foncière. Donc ça va être ce principe de planification moins 50%. Et il y a une seconde approche donc, que Nadia vous exposera plus particulièrement, qui est celle à l'échelle du projet. Aujourd'hui, la loi évoque finalement assez peu, mais qui nous semble assez intéressante, qui est cette idée finalement de travailler sur la programmation des secteurs en développement, où là, on pourra rentrer vraiment dans ce principe de compensation et de renaturation qui peut sembler assez intéressant. Donc, il faut bien avoir en idée ces deux logiques, ces deux échelles, la planification et la programmation urbaine, plus en termes de projets urbains. Et l'idée étant d'outiller les élus au travers de ces outils de planif et de programmation pour vraiment leur permettre d'opérer des choix politiques, hein, qui permettront au territoire de s'inscrire dans cette logique de sobriété foncière. Donc là, ce qui était intéressant, on voulait illustrer les typologies finalement de décompte en termes de planification des espaces consommés en termes d'ENAF par rapport aux logiques de développement prônées dans les différents documents de planification. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire converger ce principe de planification de développement et de trajectoire de la loi climat. On a pris un site test, hein, qui n'est pas un vrai territoire, mais il y a ce principe d'enveloppe urbaine, donc qui est l'enveloppe finalement en partie constituée avec certaines voilà, occupations. Et on va dire que tout ce qui est en blanc, ça va être les espaces agricoles ou ENAF. Donc sur la diapo suivante,
On s'imagine dans une démarche de révision ou d'élaboration d'un document d'urbanisme local où les élus vont identifier un certain nombre de secteurs de ce qu'on va appeler de potentiel de développement, qui peuvent être soit en espace ENAF, donc en dehors de l'enveloppe urbaine, ou soit dans l'enveloppe urbaine. Donc là, on a essayé d'illustrer différentes typologies de projets, hein. Par exemple, on a une OAP en renouvellement urbain qui est sur une ancienne, on va dire, friche industrielle. On peut avoir une zone d'extension, donc un AU, sur un espace, donc en périphérie, plutôt sur un espace agricole, par exemple. Et donc différentes typologies, friche artisanale, ou une petite dent creuse, voilà, qui elle aussi est en NAF. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on comptabilise et comment ça rentre finalement dans le décompte. Donc c'est la diapo suivante. Donc on a un potentiel là théorique de 12 hectares de développement, tout confondu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement, on va regarder l'usage du foncier au moment de la réflexion. Donc ce qui est important, c'est quand on parle de consommation des NAF, c'est-à-dire que c'est un espace agricole, naturel ou forestier qui va changer d'usage, qui va passer à un usage plutôt construit, bâti, urbain. Et là, ce qui va être intéressant, c'est dans les différentes typologies de projets qu'on avait identifiées, par exemple, la petite parcelle, le petit terrain qui était sur un espace urbain constitué, zone d'activité ou ancien lotissement. Et donc là, les élus souhaitent faire un travail de reconversion urbaine, donc de régénération urbaine, démolition ou reconstruction. Là, on arrive à un décompte de 0, puisqu'on est déjà sur un espace urbain constitué. Par contre, dans toutes les zones qui étaient plutôt en périphérie, donc projet d'extension par exemple de lotissement, là on va être sur une consommation des NAF, puisque l'usage qui était jusqu'à présent agricole va basculer sur une déclaration fiscale qui va être plutôt qualifiée comme un espace urbain constitué. Donc là, on va comptabiliser de la consommation des NAF. Et par ailleurs, on peut se projeter aussi à l'échelle de la démarche de planif sur des projets de renaturation. Donc, c'est bien le principe aussi prôné par la loi d'équilibre, hein, renaturation, consommation, où là aussi, les élus à certains endroits peuvent décider sur un espace urbain aujourd'hui constitué, par exemple une ancienne friche industrielle, non pas de reconstruire dessus, mais plutôt de la redonner à la nature. Donc là aussi, on va assister à un changement d'usage où on était sur une déclaration fiscale qui était urbain ou industriel, et on va le rebasculer sur un espace naturel, et donc là, ça va venir en bénéfice. Et donc, c'est tout l'enjeu finalement de ces plus et de ces moins qui va permettre d'arriver à une simulation de la consommation d'espace planifié. Donc, c'est bien l'enjeu de cette première étape de planification, c'est que les élus se projettent. Donc, on est bien sur de la projection, hein, puisqu'on s'appuie sur des outils de planification pour définir les conditions de développement du territoire, et ce qui va permettre d'arriver à, à différents chiffres qui permettront de se projeter finalement dans cette trajectoire de sobriété foncière. Et cas particulier, on peut avoir par exemple un espace de nature dans l'espace urbain constitué qui va être aujourd'hui considéré comme ENAF. Si les élus le maintiennent en ENAF, dont acte, ça reste, l'usage ne change pas, donc là, il y a ni plus ni moins. Ça reste, voilà. Ça ne viendra pas en positif, puisque c'était déjà jusqu'à présent considéré comme un espace agricole, naturel ou forestier. Donc voilà une petite explication très brève pour illustrer toute la logique finalement de s'inscrire dans la trajectoire de résilience et surtout de ZAN dans le cadre des logiques de planification. Sachant Merci. que Pardon. l'enjeu, c'est vraiment pas d'essayer d'être à l'hectare près, c'est vraiment de définir une trajectoire globale. Voilà. Merci Arnold. On va passer la parole à Nadia, donc, qui va maintenant montrer le travail, expliquer le travail qui a été fait à l'échelle du projet urbain. Donc, mettre en œuvre une démarche éviter, réduire, compenser à l'échelle du projet urbain et de voir dans quelle mesure ça a des effets sur le calcul
de la consommation des espaces naturels agricoles ou forestiers, puis se poser la question en termes de zéro artificialisation nette. Nadia, c'est à toi. Oui, merci Hervé. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous livrer un peu un exercice qu'on a mené, donc comme disait Hervé, avec donc des partenaires institutionnels et techniciens. Donc on a fait 3 ateliers, quoi, 2 ateliers par groupe, et puis tout le monde s'est retrouvé autour d'une table commune. Et donc là, je vais un peu vous parler de la séquence éviter, réduire, compenser autour de la stratégie du projet d'aménagement. Donc Hervé, je te laisse passer. Donc on est sur des enjeux qualitatifs d'abord pour saisir un peu les effets quantitatifs en termes de zéro artificialisation. Donc là, l'exemple sur lequel on est parti, donc c'est un cœur d'îlot, enfin un secteur de développement sur la métropole, hein, qui est donc un secteur d'une trentaine d'hectares, qui est prévu à l'urbanisation depuis les années 90. Et donc, c'est une friche agricole, elle a des fonctionnalités écologiques, hydrologiques, voilà. Et donc, mais on est au cœur, donc, ce que disait tout à l'heure donc Arnold, on est au cœur de l'enveloppe urbaine. Donc Hervé, je te la deuxième dia. Et donc là, on a travaillé, si vous voulez, par rapport à cette question du projet urbain, on a travaillé donc par rapport au principe éviter, donc réduire et compenser. Donc pour la démarche éviter, donc par rapport à ce secteur d'une trentaine d'hectares, on s'est mis donc dans la démarche de dire ben, tous les espaces de biodive naturelle, donc friches agricoles et tout, on les sanctuarise. Et donc, pour nous, le développement ne se fera que sur les secteurs déjà urbanisés, bon, qui étaient faiblement urbanisés. Même parfois, on avait une demeure à l'intérieur d'un parc, mais toute l'urbanisation, on l'axe sur ces secteurs et tout le reste, on le sanctuarise. Donc, en fait, dans cette approche évitée, qui existe aussi par rapport au renouvellement, c'est-à-dire que quand on est vraiment sur des secteurs déjà urbanisés, on démolit, on reconstruit par rapport à des friches. Là, on est sur ce secteur périmètre de projet où on a de l'existant et on a donc de la biodive et de la nature. Donc là, l'approche était de dire, ben, on sanctuarise et on développe que sur les secteurs existants. Donc l'approche, c'est de dire, ben, on densifie, on surélève, donc on introduit de nouvelles formes urbaines. Bref, mais on reste sur l'existant en termes donc déjà d'espaces qui sont occupés. Donc, dans cette approche, finalement, donc, on n'a que 15% par rapport à la trentaine d'hectares qu'on urbanise et tout le reste, il est maintenu à l'état initial et préservé. Donc, si vous voulez, par rapport donc, à une approche consommation ENAF, là, on sanctuarise, on ne consomme pas. Après, bon, c'est sûr que cette approche, elle pose aussi des questions de maillage, de relation à l'existant, d'acceptabilité, parce que bon, là, on est obligé quand même d'avoir des densités importantes pour répondre aux besoins en logement. Et il y a aussi la question des réseaux, enfin, toute l'approche projet à laquelle on est habitué et qui fait un équilibre d'opération. Ici, bon, ben, on aura quand même des difficultés à équilibrer. Et bien sûr, aussi par rapport à la collectivité et aux usagers, il y a aussi un problème de gestion de tous ces espaces dans la durée et aussi la question de pénétrabilité. Si on parle mode actif, donc on ne pourra pas avoir un maillage un peu intéressant pour relier, donc faire de la couture et relier les quartiers entre eux. Donc, dans cette approche évitée, on a une consommation nulle et une artificialisation nulle puisqu'on s'appuie que sur l'existant. Donc, on peut dire c'est une solution vertueuse qui assure une non-dégradation de l'environnement. Donc ça, donc l'approche éviter. Maintenant, il y a aussi l'autre approche qui est réduire. Et donc là, si vous voulez, c'est un aménagement plutôt raisonné. On est un peu sur pratiquement ce qu'on fait aussi par rapport à en dehors de la loi climat résilience qui a posé un cadre par rapport à, si vous voulez, quantifier les stocks et donc comptabiliser des chiffres par rapport à la conso. Là, en fait, on est sur une approche où le projet s'intègre à son environnement initial. On est sur en fait, on prend en compte l'existant, mais en même temps, on essaie quand même d'être dans l'équilibre par rapport à l'opération, par rapport aux formes urbaines, au mode d'habiter, donc au maillage, à la couture, à l'échelle donc de cette opération et le reste donc des quartiers environnement, mais aussi à l'échelle du territoire plus large.
Donc, les milieux stratégiques en termes de biodive et tout sont maintenus, mais quand même, on fait projet avec l'état initial et l'environnement. Donc, ça, c'est vrai que c'est une réalité. Aujourd'hui, on le fait déjà, mais bon, il est encore, si vous voulez, on le consolide et donc on lui donne vraiment une forme euh, adaptable et donc et qui s'inscrit aussi par rapport à ces enjeux donc de biodive et de protection des espaces naturels. Donc dans cette approche, on est un peu 50%, 50% entre les espaces à urbaniser et l'état initial donc préservé. Donc c'est sûr que par rapport à cette approche, il y a des enjeux de technicité, de suivi dans la durée, aussi d'évaluation au fil du temps par rapport au vécu des habitants dans ce secteur aménagé. Et puis donc bien sûr par rapport aussi à toute la gestion donc de ces espaces finalement qu'on maintient. Parfois ils participent donc dans si vous voulez, le vécu du quartier et tout, et parfois donc on est sur développer une agriculture vivrière, on est sur, si vous voulez, la gestion hydrologique, et la gestion des pluviales, enfin, plusieurs thématiques donc qui peuvent être intégrées dans cette approche d'un aménagement raisonné. Et Hervé, la prochaine dia, s'il te plaît. Ah, attends, pas 30 secondes, c'est parce que j'ai switché et donc Merci Hervé. j'arrive tout de suite. C'est les aléas du direct, Oui, c'est ça. voilà, par moment, voilà, faut que je revienne là et que je fasse ça, voilà. Voilà, et donc là, si vous voulez, le dernier exercice qu'on a mené donc avec les partenaires, c'était de se dire: «En même temps, on est au cœur donc de l'enveloppe urbaine, on est sur du potentiel qui est dans l'enveloppe urbaine, et alors est-ce que finalement, au lieu d'aller consommer, peut-être en extension et tout, est-ce que déjà ce qui existe dans l'enveloppe, on va pas le rentabiliser au maximum?» Et donc là, si vous voulez, on a poussé, l'exercice en disant: «Ben, on urbanise à 100, parce que voilà, il y a un besoin de développement, il y a un besoin en logement, en attractivité. On est au cœur de l'enveloppe, et donc pour nous, ben, dans cette approche, dans l'approche compensée, on dit, ben, on développe, mais on développe, ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de nature, de biodiversité et tout, mais c'est avec une approche de projet, donc avec une technicité, avec de l'innovation, mais on rentabilise au maximum. Donc, on donne la priorité, si vous voulez, dans cette proposition, mais qui s'inscrit aussi dans la compensation, de développer au maximum et de rentabiliser le foncier à l'intérieur de l'enveloppe. Ben là, c'est sûr qu'il y a la question, ben, de toute l'expertise environnementale, naturelle, parce qu'il va falloir compenser, mais compenser par rapport à, si vous voulez, un état initial avec une biodiversité, avec, si vous voulez, toutes les, enfin les structures écologiques et tout des sols. Donc compenser, ça va être, un exercice complexe, difficile, mais bon, on peut aussi se dire, pourquoi ne pas aller aussi dans ce type de solution? Donc c'est vraiment une hypothèse où on valorise au maximum les capacités donc, du secteur de développement. Et donc, pour finir par rapport à, si vous voulez, les 3 situations et les 3 exemples donc qu'on a traités avec les partenaires, donc finalement la séquence, si vous voulez, évitement, en fait, on est finalement dans cette approche de 2050. C'est-à-dire que par rapport au zéro artificialisation nette, entre guillemets, «tendre à consommer, 0» et NAF, enfin tendre, hein, ça ne veut pas dire, bon, c'est toute la complexité de tendre vers le zéro, mais en tout cas, si vous voulez, dans cette approche de l'évitement et telle qu'on l'a testée en termes d'exercice, c'est de dire, ben voilà, le souhaitable et l'incontournable en s'inscrivant dans la loi, c'est l'évitement. Mais l'évitement, peut-être que aujourd'hui, par rapport à tous les enjeux de maillage, d'acceptabilité sociale, de formes urbaines, architecturales, contraintes et tout, et puis tout l'aspect équilibre d'opération et économiquement viable. Donc ça, si vous voulez, l'évitement, c'est un enjeu, c'est une situation vers laquelle on doit tendre, mais c'est 2050. Peut-être que par rapport à aujourd'hui, est-ce que c'est pas la réduction, donc c'est quelque chose qui est déjà en
cours qui, en fait, via le code de l'environnement, via toutes les exigences en études d'impact, tout ce que, si vous voulez, à l'échelle du territoire, on expérimente par rapport aux écoquartiers, leur labellisation et tous les socles qu'on pose par rapport à justement cette adaptation au changement climatique et ces enjeux de préservation de la biodive et du vivant, c'est de se dire, ben, c'est déjà ce qui est en cours, c'est déjà, si vous voulez, l'acceptabilité sociale, elle est acquise, puisque à travers, si vous voulez, cette approche réduction, finalement, tous les aménagements, c'est un peu, on travaille avec les habitants, on est sur, travailler sur les densités perçues, donc connues, vécues, on est sur des formes urbaines variées. Et donc, c'est finalement, à l'approche réduction, elle inscrit vraiment le projet dans un équilibre sur l'ensemble des thématiques, qu'elles soient environnementales, programmatiques, économiques. Donc, pour nous, la réalité peut-être aujourd'hui par rapport à l'enjeu de temps de 2050, l'approche projet qui, en fait, elle, si vous voulez, c'est l'étape par rapport à évaluer cette consommation. C'est vraiment le départ par rapport à évaluer la consommation. Donc, pour nous, peut-être que la réduction, c'est la réalité d'abord à ce stade, y compris par rapport aux enjeux des 10 ans pour évaluer d'abord une conso espace et après on passe si vous voulez, l'enjeu de la trajectoire de l'artificialisation. Après, par rapport à la dernière, donc, et la compensation, bah, si vous voulez, la question, c'est de générer des gains au moins égaux aux pertes engendrées. Donc, c'est vraiment toute la difficulté de la reconquête de la biodive qu'on perd. Donc, là, si vous voulez, il y a, si vous voulez, la question de la rentabilité. Et on est dans une tâche urbaine, mais quelles sont les garanties pour l'environnement, les règles urbaines, enfin, et tous les taxes, voilà. Donc, si vous voulez, pour nous, voilà, en termes de synthèse et vraiment ces exercices pragmatique pour un peu donner une lecture par rapport à, si vous voulez, cette séquence, éviter, réduire, compenser et faire projet avec donc cette séquence. Et pour finir, donc pour nous, les conditions de réussite par rapport à ces enjeux de trajectoire de ZAN et donc ces périodes de 10 ans pour vraiment tendre vers le zéro artificialisation. Donc, pour nous, il y a trois éléments incontournables. Il y a un enjeu de gouvernance, donc il y a une volonté politique qui est un moteur. Il y a l'accompagnement urbain et social, donc la participation citoyenne. Il y a l'écosystème économique qu'il faut prendre en considération de par le projet, son environnement. Et puis, bien sûr, la maîtrise d'ouvrage et le partenariat. Donc ça, c'est l'enjeu de gouvernance. Après, il y a aussi le processus d'aménagement. Donc là, on est vraiment sur des questions d'ingénierie, sur les questions de maîtrise du processus d'aménagement, d'animation, sur les questions de règles d'aménagement, donc pour les questions d'usage multiple, le design. C'est aussi travailler la proximité, donc l'intensité urbaine plutôt que la densité juste par rapport à une densité résidentielle. L'autre question, c'est aussi la stratégie du donc redynamiser, réoccuper, d'une réappropriation, et bien sûr la stratégie et la maîtrise foncière. Et l'autre dernier élément donc incontournable, c'est bien sûr le financier. Donc c'est le portage et l'aide à la maîtrise foncière, la capacité de mobiliser l'investissement public fort et de longue durée, et puis bien sûr la maîtrise des coûts d'aménagement. Voilà, je vous remercie. Voilà ce qu'on avait à vous dire ce matin. Et puis donc Hervé, on finit par Oui, donc on ouvre les débats. Donc il y a plusieurs questions qui ont été posées. Donc il y a une première question sur le périmètre d'application. Est-ce qu'on parle uniquement des projets d'habitat ou est-ce que les projets d'infrastructures routières, ferrées sont concernés? Et puis également l'activité économique. Et la règle est-elle la même pour tous les projets? Donc ça, c'est la première question. Qui veut répondre? Arnold, Nadia, peut-être? Sinon, je prends la main. Dites-moi. Non, mais je peux peut-être donner quelques éléments de réponse. Oui, Donc, le principe, ce que préconise la loi, donc, c'est de mesurer l'évolution d'usage, hein, on est bien là-dessus. voilà, c'est ça. Quand un espace qui aujourd'hui est agricole, naturel ou forestier change de destination, change d'usage,
à ce moment-là, il est considéré comme consommation d'espace. Donc, Mmh. que ce soit un projet d'infra, que ce soit un projet d'équipement, de commerce, peu importe. En fait, c'est à partir du moment où ça bascule d'un usage qui était Voilà, ENAF, qui ne l'est plus, il y a Voilà. consommation. voilà. Alors après ce qu'on peut préciser, parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, ça fait partie des débats, qui sont posés, dans les évolutions législatives qui sont en cours, hein, en fait, que ce soit à l'échelle du SRADET, ou à l'échelle, après de la réflexion portée par les EPCI eux-mêmes, ou par les communes sur leur propre territoire, il y a des différenciations. Alors, en fait, c'est pas spécifiquement en termes d'infrastructure, mais plutôt en termes de porteurs de projets. C'est-à-dire qu'en gros, en ce moment est discuté le fait qu'il y ait une enveloppe, comment Ouais, dire, projet. de surface, une enveloppe de surface qui concerne les projets nationaux, Voilà. qui ne seraient pas comptabilisés, dans la réflexion du schéma régional d'aménagement et développement territorial. Donc ça veut dire que par la suite, comme c'est pas pris en compte à l'intérieur du SRADET, c'est-à-dire que voilà, la superficie rentre dans une comptabilité nationale, c'est un peu ce Ouais, qui est posé aujourd'hui c'est par la ça. loi. Cette comptabilité nationale, ne s'applique pas, enfin est mutualisée sur l'ensemble du territoire Mmh. et ne s'applique pas de façon spécifique, région par région. Ce qui fait que voilà, sur ces grands projets-là, projets nationaux, donc ça va concerner des infrastructures, hein, routières, voilà, mais ça peut concerner Des aussi, équipements. des grands équipements, nationaux, des centrales nucléaires, Mmh. heu, des systèmes de gestion de déchets, enfin voilà, tout grand projet national. Et puis, il y a une faculté qu'ouvre la loi aussi pour les régions, de mutualiser à leur échelle des projets, régionaux. Donc là, c'est-à-dire que là, c'est Lisse. pareil, on répartit et on lisse les superficies sur la totalité du territoire régional et à partir de ce moment-là, on comment dire? Tous les territoires de SCOT, et cetera, sont sur le même pied d'égalité. Il n'y en a pas un en particulier pour lequel on va comptabiliser un projet régional qui viendrait consommer une très grande surface à l'intérieur du périmètre de SCOT. C'est une faculté, c'est-à-dire que c'est pas une obligation et toutes les régions ne le feront pas forcément. Hem, bon, voilà ce qu'on peut dire à ce stade sur la loi, mais encore une fois, tout ça est en discussion, donc on n'est pas dans la capacité ce matin d'apporter des réponses, fermes, définitives à la façon dont ça va se décliner en fonction des projets, sur le territoire. Il y a une question sur, la surface, c'est-à-dire à partir de quelle surface d'emprise commence-t-on à calculer la consommation d'espace? Alors, Mmh. heu, moi Il y a si vous voulez, je peux répondre. et j À ce stade, dans la loi, il n'y a pas de oh, surface minimale. non, on ne sait pas? Mmh. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas. Donc en théorie, si on prend le portail de l'artificialisation, hein, qui est développé par le CEREMA aujourd'hui et qui est un des éléments de comptabilité de référence, à l'échelle nationale, comme on s'appuie sur le cadastre, il n'y a pas de surface minimale. Dès lors que la surface est cadastrée, finalement, on peut calculer les superficies qui vont être, prises en considération. Pour le moment, puisque là aussi, il y a des éléments qui sont au débat Ouais. avec Mmh. les nouveaux décrets, Mmh. puisque là, on parle d'unités minimales de calcul. Ouais. Alors je les ai plus exactement en tête, donc je ne vais pas vous les expliquer, mais ce qui est sûr, c'est que, les surfaces bâties ne seront pas comptabilisées de la même façon que tous les autres espaces. Ouais. Voilà, mais c'est voilà, on fera peut-être un webinaire spécifique sur le Voilà, sujet c'est ça. C'est ça. quand les décrets vont paraître et qu'on sera en capacité de pouvoir vous les expliquer plus finement. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans la compensation, quelle est la nature des espaces servant à la compensation terres agricoles transformées en forêt? Alors, Mmh. dans la compensation, la nature des espaces servant à la compensation, hem, En fait, là, la question, c'est de oui, dire les espaces agricoles qui deviennent des espaces forestiers. C'est ça la question? Si je peux me permettre, Oui, Nadine, oui, c'est monsieur moi qui Milliard, oui, pose la pardon, oui. question. allez-y, bonjour. Lorsque l'on Bonjour. parle de compensation, on va utiliser donc des terres pour recréer des espaces naturels.
Alors, si on parle de friche, parce que dans l'exemple, vous prenez une friche qu'on transforme en espace naturel, Oui. là, je comprends bien, on passe à moins 1,5 hectare, c'est très bien. Moi, la question que je me pose, c'est si je n'ai pas de friche à Mmh. transformer en espace naturel, l'élu veut absolument faire sa zone de construction, son lotissement, et il décide d'aller dans la version compensée. Mmh. Compensée, on compense comment et sur quel type de terre? Mmh. Autour de moi, j'ai que de la terre agricole, admettons. Mmh. Je veux compenser 1 hectare ou 3 hectares de lotissement, qu'est-ce que je fais? On prend de la terre agricole et est-ce qu'on la transforme en forêt? C'est-à-dire qu'on enlève de la terre agricole ou est-ce que c'est pas encore défini dans la loi ZAN? Hem, si alors, si on regarde ça du point de vue purement, 1re décennie, c'est-à-dire, espace naturel, agricole et forestier. Mouais, la stratégie de compensation, en fait, elle va se traduire par de la consommation, parce que si effectivement vous n'avez pas, d'éléments, heu, en votre possession sur le territoire, en tout cas sur le territoire communal ou sur le territoire intercommunal, parce qu'on peut le raisonner de la même façon à l'échelle d'un PLUI. Si on n'a pas de territoire à disposition qui puisse être renaturé, bah, effectivement, vous allez vous retrouver dans l'obligation de toute façon de consommer. Dire que, vous allez transformer un espace, agricole, en un autre espace qu'un espace agricole, heu, on aurait tendance à considérer effectivement que c'est de la consommation. Non, Ouais, c'est pardon, vous allez transformer un espace agricole en espace forestier, mmh. vous avez enfin, c'est la situation est très, très ambiguë à ce stade. Si on regarde sur la, pardon, je suis pas très clair, excusez-moi. Je Je veux pas être polémique, mais c'est un sujet qui, Oui, enfin je comprends que je tout à pointe fait. depuis 2-3 mois sur un autre, on a un problème similaire avec les zones humides Oui, où, on se retrouve parfois dans des positions un peu coincées où on est obligé de compenser et on se oui, retrouve à être obligé de compenser sur des terres qui ont déjà une autre vocation. oui, Et si par malheur ces terres ont une vocation agricole, on les enlève de la fonction oui, agricole pour les remettre sur la fonction zone humide ou zone, naturelle pure. oui, C'est ce point-là que j'ai du mal à appréhender, à comprendre. Il y a un petit point d'incohérence ou alors c'est que j'ai bah, pas compris un point il sur y la a loi. non, mais je pense qu'il y a effectivement un point d'incohérence. Si on reprend du point de vue simplement, espace naturel, agricole et forestier, comme la loi considère une enveloppe globale qui recouvre espace naturel, agricole et forestier, tout mouvement de comment dire? De tout mouvement d'usage, toute transformation d'usage à l'intérieur de cette enveloppe d'espace naturel, agricole et forestier est neutre. Alors c'est neutre d'un point de vue calcul, évidemment ça ne l'est pas du point de vue de l'exploitant agricole, du point de vue de l'exploitant forestier ou de l'association environnementale. Enfin, on est bien d'accord là-dessus. Il y a ce que dit la loi d'un côté et la comment dire? Et la mécanique de calcul et puis après il y a la réalité de l'application. Si on regarde du point de vue du zéro artificialisation nette, heu, moi à ce stade, j'ai pas la réponse à votre question. Heu, Parce que, ça renvoie à la question de, qu'est-ce qui est artificialisé? Qu'est-ce qui n'est pas artificialisé? Et donc de la définition véritablement de la notion d'artificialisation. Si la question de l'artificialisation, comme l'écrit la loi à un endroit, c'est, comment dire? Lié à l'imperméabilisation ou la non-imperméabilisation des sols, Mmh, mmh. j'aurais tendance à vous dire qu'un espace, agricole quelque part vaut un espace naturel ou vaut un espace forestier. Donc on revient à la situation initiale que j'évoquais tout à l'heure. Par contre, si on en revient sur, la notion de fonctionnalité écologique des sols, et ben peut-être que c'est différent. Oui, c'est Je dis ça. peut-être parce qu'à ce stade, je sais Mmh. j'ai pas et la loi ne donne pas d'éléments de définition stricts de ce que c'est qu'une fonctionnalité écologique, sur quelle profondeur de sol, par exemple, heu, de quelle fonctionnalité écologique on parle, voilà, on n'a pas les éléments. Ce qui fait que, dans la situation que vous évoquez, si on part sur, cette notion de fonctionnalité écologique, je ne sais pas vous répondre si un sol agricole vaut un sol forestier ou vaut un sol naturel Mais et ce qu'on peut dire voilà ce et qu'on peut donc dans dire le calcul, Hervé
Oui, Oui. Nadia. Ce qu'on peut dire, Hervé, il y a quand même un changement d'usage. Donc, on n'est pas sur de la consommation telle que la loi l'a définie. Par contre, effectivement, il y a un changement d'usage par rapport à, si vous voulez, les terrains agricoles. Et quelque part, on réduit finalement la part de l'espace agricole. Donc, je ne sais pas s'il faut le dire consommer, mais c'est sûr que l'espace agricole, C'est- il va être impacté. Il Ouais. va être, voilà. Il y a un changement d'usage, mais on est sur des espaces agricoles forestiers. Donc, quelque part, on n'est pas sur de Le- la le- consommation au sens urbanisation, imperméabilisation, mais quand même, on est sur un changement d'usage. Peut-être il y a une chose Mmh, qui est sûre, mmh. Monsieur Milia, c'est que dès lors qu'on rentre dans une stratégie de compensation, il y a deux situations. Soit vous avez la possibilité effectivement de renaturer ou de remettre en culture des terrains qui ne le sont pas ou qui ne le sont plus et qui viennent prendre sur de l'espace urbanisé ou éventuellement de la friche, hein, voilà. Donc, dans ce cas-là, effectivement, vous rentrez dans une logique de compensation. Dès lors qu'on sort de ce capital que peut avoir le territoire communal ou intercommunal, bah, de toute façon, la stratégie de compensation, elle n'est pas neutre. Je veux dire, on ne peut pas arriver à zéro, puisque même à l'intérieur de l'enveloppe des espaces naturels, agricoles ou forestiers, vous allez prendre à l'un pour donner à l'autre. Donc vous allez perdre en fonctionnalité, soit en fonctionnalité agricole, si vous prenez à la terre agricole pour donner aux espaces forestiers ou au naturel. Vous allez prendre au naturel si vous restituez à l'agricole ou au forestier, et ainsi de suite. Donc ce qui est sûr, c'est que de toute façon, comme on est dans une enveloppe d'espace, de territoire, de surface qui est finie, la logique de compensation est elle-même finie. Donc si vous n'avez pas de potentialité de renaturation, bah, effectivement, ça va être compliqué. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Monsieur Milla? Ah, pour moi, ça va. Je pense qu'il faut effectivement qu'on regarde ça à l'échelle vraiment globale. Voilà, c'est Oui, ça. Et la C'est grosse ça, difficulté, ça c'est sera ça. quelle est cette échelle globale? Oui, Est-ce qu'on parle oui. de la métropole? Est-ce qu'on parle du département ou d'un canton? Et ça, je pense, ça sera plus les évolutions futures du SCOT qui vont ou du Voilà. SRADET qui vont nous le définir. bah, de toute façon, c'est un peu ce que vous exposait Arnold tout à l'heure au début, c'est que il y a finalement deux échelles de réflexion. Il y a l'échelle de la planification qui va prendre le SCOT ou le PLUI ou le PLU, Mmh. voilà, donc dans ces échelles de planification, où là, effectivement, il y a à avoir cette réflexion globale parce que la comptabilité Ah, s'impose de toute façon oui. sur ces échelles de planification. Vous devez rendre compte Et au truc tous là, les 6 ans quand on parle des SCOT à Bois. et tous les 3 ans quand on va rentrer dans Ils la étaient mise là en en œuvre train de la loi de. zéro artificialisation nette. Voilà. Après, nous, ce qu'on a cherché à démontrer ce matin, c'est que l'échelle du projet urbain était importante à prendre en considération parce que en fait, c'est la brique de base de la réflexion. Enfin, il y a cette réflexion à l'échelle communale ou intercommunale, mais à l'échelle du projet urbain, c'est déjà le premier temps où finalement on se met à réfléchir à la façon dont on va impacter sur l'environnement, sur l'espace agricole ou sur l'espace forestier, et de réfléchir à la façon dont on va pouvoir mutualiser des services entre l'intégration agricole ou l'intégration naturelle ou forestière et les espaces aménagés. Est-ce qu'on va avoir des aménités urbaines? C'est là où on va retrouver, par exemple, ce que disait Nadia tout à l'heure sur la gestion de l'eau, mais on pourrait le poser aussi en termes d'îlots de chaleur et d'îlots de fraîcheur de la même façon. Et plein d'autres aménités encore quoi, sur l'alimentation, voilà, il y a plein de dimensions qui sont à prendre en considération à ce moment-là. Donc oui, Madame Simoneau nous dit que les SCOT et les PLUI pourront identifier les espaces de renaturation, donc de compensation de potentiel, tout à fait. Il y a un, il y a un travail, je pense que c'est plus que pouvoir, ça va être devoir. Je pense que ça va être un devoir que les documents de planification vont avoir à remplir, c'est effectivement identifier ces superficies. Et puis au-delà de ça, ensuite, de voir de quelle façon on le fait. Alors, nous, on insiste beaucoup sur la dimension du faire
parce que aujourd'hui, en termes d'outils, de connaissances, on en est un petit peu au balbutiement. Juste pour compléter, Hervé, c'est bien le Ouais, principe des deux étapes hein, de la planification qui va permettre d'identifier, comme Voilà. Madame Simoneau le disait, dans les emprises potentielles de renaturation. Après, l'autre volet, ça va être comment on fait et quelle fonction écosystémique on va retrouver au niveau des sols ou pas pour rentrer dans l'épure de la renaturation effective et donc de la compensation ZAN. Et c'est un peu ce que la question que posait Monsieur Carrière aussi, c'est aujourd'hui, hein, on peut identifier sur une zone industrielle, par exemple, une partie densification et puis une partie potentielle renaturation, par exemple sur un ancien parking. Maintenant, il faudra, dans les techniques de renaturation, être assez effectif pour que ce soit comptabilisé. mm, Et ça, c'est tout l'enjeu aussi du cliquet suivant qui sera notamment en lien avec l'OCSGE en partie, et puis surtout les décrets attendus, quoi. Après cette réflexion renaturation, elle s'inscrit aussi dans l'approche globale, la TVB, tu vois? La trame verte et bleue, les corridors écologiques, ça peut aussi rentrer dans ces réflexions qui sont stratégiques aussi à l'échelle des territoires. Donc on peut aussi les inscrire, dans ces ouais, dans ces approches. ouais. Mmh. Dans le chat, on a des éléments complémentaires qui apparaissent qui sont importants effectivement sur la renaturation, la désimperméabilisation. C'est vrai qu'une désimperméabilisation n'est pas forcément synonyme de renaturation, hein. Comme le précise Madame Couette, la renaturation, c'est retrouver de la fonctionnalité écologique. Désimperméabiliser, ça ne veut pas dire forcément retrouver de la fonctionnalité écologique. Ça y contribue de façon importante. Mais ça ne suffit pas. Monsieur Millat, vous reposiez une question sur finalement l'acceptabilité sociale dans la densification des constructions. Comment prendre en compte cette acceptabilité sociale? Est-ce que l'un de vous veut répondre, Nadia ou Arnold? Bah, déjà, enfin, pour moi, l'acceptabilité sociale, bah, aujourd'hui, il y a déjà tout un travail parce que c'est tout le travail de concertation, si vous voulez, enfin, la participation citoyenne, quoi. Donc, c'est vrai que la question de l'intensité, nous, on insiste sur l'intensité parce que c'est quand même cette relation entre les espaces habités, mais aussi les services et l'accès aux services. Et en fait, la question de l'acceptabilité sociale, c'est tout le travail finalement, avec les habitants sur aussi bien, si vous voulez, accepter les nouvelles formes urbaines, les nouvelles formes, les nouveaux modes d'habiter. Donc c'est de la Mmh. pédagogie, c'est de la Ouais. formation, c'est voilà, c'est de la concertation, c'est des ateliers de travail avec les habitants, ouais, Mais c'est un c'est processus. démystifier, pardon, oui. Oui, c'est juste pour dire, c'est pas un processus rapide. Euh, alors c'est pas très rassurant ce que je dis là, parce que finalement, c'est vrai que quand on doit décider d'un projet d'aménagement, euh, comment dire, on a des phases, des temps à respecter. Dire qu'on rentre dans un processus lent, c'est toujours difficile à appréhender. Mais enfin, soyons clairs. euh, euh, comment dire, le parcours résidentiel ou la façon dont la personne, le couple d'individus se projette dans la propriété, c'est toujours dans un modèle. Et aujourd'hui, le modèle, il est très proche de l'habitat individuel, très proche de l'habitat individuel, avec un terrain, etc. Bon, on sait aujourd'hui que rentrer dans un processus d'intensification ou de densification, peu importe le terme, renvoie à diminuer les surfaces, notamment les surfaces extérieures, puisque bah, voilà, on densifie, donc on met plus de construction sur des surfaces moins importantes. Euh, Renvoie effectivement à la question de qu'est-ce que l'habitant futur ou l'habitant actuel va être capable d'accepter en termes de perte d'aménité, parce que finalement c'est ça, face à des enjeux collectifs de la collectivité. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui se fait
de façon rapide, parce qu'on est dans un changement culturel qui est assez fondamental, qui est assez important et voilà, qui nécessite un travail plutôt de longue haleine et qui ne se fait pas uniquement au moment où on discute du projet d'aménagement, mais finalement qui doit se faire peut-être même comment dire, à l'école, enfin dans le processus d'apprentissage des futurs citoyens, quoi. Parce que ces questions-là, voilà, elles peuvent pas être résolues au moment où le projet se pose, parce que vous allez forcément vous retrouver dans des situations conflictuelles. Donc Alors, c'est Hervé, quelque chose qui pardon? c'est vraiment là-dessus que j'appuie. Je crois que je suis pas le seul à partager cette crainte. À mon avis, là, on raisonne la ZAN avec une vision purement urbanistique. Oui, Et tout à à mon fait. avis, derrière cela, il y a un problème sociologique. Je suis le maire d'une petite commune, enfin 2000 habitants, ça reste encore modeste, et on sent déjà une acceptabilité de la petite surface qui n'est Mmh. pas celle que l'État aimerait que l'on puisse avoir. Autrement dit, si j'annonce à mes concitoyens qu'on va faire un logement, enfin un immeuble au milieu du village, je suis sûr d'avoir des manifestations. Ou alors, il faut que je reste dans des petites tailles, évidemment. Mmh. Lorsque l'on propose des logements, enfin des lotissements avec moins de 400 mètres carrés, les gens font des grands yeux, enfin lèvent les bras au ciel en disant: «Mais comment on va faire? Parce qu'on va vivre les uns sur les autres». Il y a vraiment cette notion de: «Je ne comprends pas ce que l'État m'impose», de la part des habitants, et comment je vais faire pour vivre en supportant mon voisin. C'est pour ça que je pense que c'est un gros, gros problème, sociétal. Autant on peut expliquer à quelqu'un qui est né dans l'urbain ou qui vit dans l'urbain que je vais rajouter encore un immeuble, parce que c'est quelque chose que les gens voient, au quotidien Mmh. chez eux. Mmh. J'imagine mal de la densification à Rebréchien, par exemple, où, le dernier lotissement a vu des parcelles moyennes à 800 ou 1000-1002 ou 1003 mètres carrés, Mmh. si je dis pas de bêtises, et c'est quelque chose, malheureusement, hein, c'est quelque chose que la population recherche, et j'entends bien votre besoin d'éducation, mais là, je crois, comme tu viens de le dire, qu'on est sur de la à l'échelle d'une génération. C'est-à-dire que là, Oui, on travaille sur du 20 ans d'âge, hein, et oui, oui. je suis un peu inquiet là-dessus, hein. Non, mais oui, enfin, je vous confirme qu'effectivement, enfin, faut travailler avec des perspectives assez lointaines et surtout en s'en donnant les moyens, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, encore une fois, c'est pas que au moment du projet où la question va se poser qu'il faut effectivement l'aborder, c'est bien avant, le plus en amont possible. Et dans un travail continu. C'est pas parce que moi, j'évoquais le système scolaire, mais ça peut pas être que le système scolaire porteur de ces messages-là. D'abord parce qu'il y a plein d'autres choses à apprendre et que ça en rajoute. Donc, bon, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Mais au-delà de ça, il y a quand même, oui, la nécessité de pouvoir travailler. Alors peut-être, peut-être des espaces dédiés à l'urbanisme, des centres d'information d'urbanisme communaux, peut-être des choses comme ça, ou des expositions, des actions régulières qui sont menées pour effectivement acculturer aux enjeux, c'est-à-dire pas uniquement à la finalité de l'aménagement, c'est-à-dire pas dire regardez les belles formes urbaines qu'on peut produire ou les belles nouvelles formes architecturales qu'on peut produire, mais en revenant aux fondamentaux, c'est-à-dire pourquoi on le fait, pourquoi Oui. c'est une nécessité, et de toute façon, en amenant peut-être aussi les résidents d'aujourd'hui à projeter ce que leurs enfants auront à gérer demain. Et qu'on ne peut pas être dans la reproduction de ce qu'a été l'aménagement du territoire sur les 30, 40 dernières années ou 50 dernières années, parce que c'est plus possible en réalité. Mmh. Nadia, tu voulais dire Oui, quelque chose? oui, je voulais juste dire, en fait, cette question de la forme urbaine, densité et tout, on y est confronté depuis toujours, quoi.
Et moi, je pense que parmi les clés, c'est aussi l'accompagnement des futurs, si vous voulez, des futurs habitants. Parce que le modèle, si vous voulez, le modèle de la maison et on tourne autour, bon, il est rassurant. Mais en même temps, on peut aussi, si vous voulez, on est autant d'individus que de modes d'habiter et d'ambition et d'attente. Et donc, peut-être, et c'est aussi, si vous voulez, souvent, on se prie, bon, il y a les coûts, hein, je suis d'accord, il y a un coût à travers, bien sûr, acquérir le foncier et puis après construire la maison. Et on voit bien aujourd'hui toutes les difficultés, y compris par rapport donc à ce changement climatique. Et peut-être que entretenir 1 000 mètres carrés, je ne sais pas trop. Mais pour moi, de toute manière, ce sujet, on y est confronté depuis toujours. Enfin, moi, depuis que j'exerce, on a eu cette question et on a eu, si vous voulez, cette réticence. Et puis, les gens fuient la métropole parfois pour aller dans la périphérie, pour justement pouvoir construire son pavillon, tourner autour et être tranquille. Mais en fait, peut-être que dans l'accompagnement, pour moi, ça fait partie, entre autres, des invariants par rapport à, si vous voulez, habiter autrement, accepter. Parce que si on préserve une intimité, si on préserve une part d'espace de pleine terre, et puis en fait, différentes variables qui fait que, bon, on est bien chez soi et on est d'abord dans quelque chose qu'on a voulu et pas quelque chose, un modèle qu'on nous a vendu. Bon, c'est vrai que ça demande, voilà, ça demande de l'expertise, ça demande de l'accompagnement, ça demande, voilà, des exigences, y compris dans des cahiers des charges de cession par rapport à ou un lotissement donc une opération d'ensemble ou alors une requalification du bourg et vous l'avez bien fait sur Boigny, quoi, hein. C'était, voilà, il y a eu quand même démolir, reconstruire pour, voilà, offrir une nouvelle image du bourg et être dans une offre innovante et des modes d'habiter autres que voilà, ce qui s'est produit, les 20 dernières années, quoi. Voilà, tout ce que je voulais dire. Voilà, donc dans les réactions finalement qui nourrissent, le débat, qui vient d'être posé, hein, il y a différentes interventions. Par exemple, monsieur Carrière qui dit que l'acceptabilité, on peut aussi la susciter à travers des projets innovants et attractifs, par exemple dans le réaménagement de logements vacants dans les centres-bourgs, après exercice du droit de préemption. Donc effectivement, ça renvoie un peu finalement à ce qu'on posait comme condition de réussite de la réflexion globale. Donc il y a l'enjeu d'accompagnement. Il y a un enjeu d'acculturation qu'on a évoqué. Et puis après, il y a effectivement la mobilisation par la collectivité d'outils qui permettent d'acquérir, de transformer, parce que l'acculturation aussi, ça passe par, à un moment donné, des changements factuels, des changements effectifs qui s'opèrent dans l'aménagement urbain. Voilà, on ne peut pas être que dans l'acculturation d'abord, puis l'action ensuite. C'est quelque chose qui se fait en continu et qui mixe. Ce qui veut dire aussi, par moment, forcément, des moments de tension. Madame Marquez nous dit que on pourrait privilégier des projets qui regroupent maisons mitoyennes et espaces jardinés, collectifs sympathiques où la convivialité est le mot d'ordre. Et si je comprends bien l'intervention de Monsieur Ingan, c'est effectivement d'avoir une réflexion globale qui associe élus, porteurs de projets sur la question du logement, des nouvelles formes, mais qui loge-t-on et comment, donc en fonction des besoins, des aspirations des populations, quelles sont les transformations, les évolutions du logement qu'on peut envisager à l'avenir. Donc voilà. Donc c'est, je pense, les quelques ingrédients et je pense aussi que c'est la suite du travail que l'on va mener, hein, puisqu'on a fait un travail très orienté vers les techniciens au travers de ce qu'on vous a présenté. Pour nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est maintenant de le poursuivre en y associant justement élus et porteurs de projets d'aménagement pour aborder effectivement la question des formes urbaines, la question de l'acceptabilité, la question des nouveaux produits possibles pour être et la logique, pardon, et la question de l'équilibre économique
voilà, au travers de comment mettre en œuvre la moindre consommation d'espace et plus tard le zéro artificialisation nette. Alors, j'ai comme autre réaction, donc de la chambre de Madame Couette, hein, qui nous parle des surfaces agricoles. Donc ça, effectivement, ça peut pas être la première ressource de la compensation écologique, en partant du principe que certains ENAF valent plus que d'autres. Le projet de territoire doit prendre en compte aussi la fonction de production nécessaire de l'agriculture. On ne peut pas réfléchir à une agriculture moins productiviste si on diminue en parallèle de façon drastique les surfaces cultivables pour faire des surfaces de compensation. Donc effectivement, c'est le débat de tout à l'heure sur compenser, oui, mais en fait, est-ce que c'est pas une course à l'échalote, cette question de la compensation finalement, et que est-ce qu'on peut, voilà, la notion de réduction et la notion d'évitement, et c'est bien ce que pose la séquence ERC, hein, éviter d'abord, réduire ensuite, et au pire des cas, si on ne peut vraiment pas faire autrement, compenser, en sachant que la compensation, ce sera jamais la panacée. Voilà, l'intégralité, oui, Adrien, merci de préciser que l'intégralité du webinaire sera disponible sur notre site de l'agence d'urbanisme sur topos-urba.org. Sur la page d'accueil, vous avez directement accès au Quesaco. On poursuit donc les travaux en septembre avec un webinaire sur justement comment passer du zéro artificialisation net à la remobilisation du foncier déjà bâti au travers de la présentation d'un outil que l'agence a développé sur l'identification du potentiel de densification. Et puis sur la fin de l'année, un travail qui va être mené, donc la suite des travaux sur l'association des élus, des porteurs de projets, et puis peut-être aussi d'habitants sur les évolutions, les possibilités, les choses à envisager en termes de forme urbaine, d'équilibre économique de projet, donc à partir des exemples qu'on a évoqués avec vous. S'il n'y a pas d'autres questions, il est 9h37, donc nous avons terminé officiellement notre webinaire, nous avons passé le temps. Merci beaucoup de votre participation. Vous avez été plus de 80 inscrits et plus d'une soixantaine de participants ce matin. Vraiment, on vous remercie beaucoup de votre présence et de votre écoute. Les débats continuent, donc il y aura des suites, ne serait-ce qu'avec comment dire, la nouvelle promulgation des nouveaux décrets d'application qui devraient arriver cet été. Donc on reste à l'écoute sur le sujet de la zéro artificialisation nette. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, Merci, au revoir. merci.